présenter un art écologique, sous-titré Création plasticienne et anthropocène de Paul Ardenne. Paul Ardenne est né en 1956, c'est un historien de l'art, commissaire d'exposition et écrivain. Il est agrégé et docteur en histoire de l'art, spécialiste de l'art contemporain, qu'il a enseigné à la faculté d'Amiens. Dans art écologique, il y a deux mots, il y a art et écologie. Je ne vais pas définir le mot écologie. Par contre, en introduction, je vais préciser ce qu'il entend ici par art. Parce qu'il n'englobe pas tout type d'art, en fait. Il parle surtout de ce qu'on pourrait appeler l'art des musées. Alors, sachant que le terme de musée peut avoir une acception très, très large. Par exemple, une œuvre qui est présentée à l'extérieur, dans un musée en plein air, ben c'est aussi une œuvre de musée. En tout cas, ce qu'il exclut, c'est notamment la musique, le cinéma et la bande dessinée. Alors qu'il dit lui-même que, en particulier dans le cinéma et la bande dessinée, les auteurs et autrices se sont accaparés du thème de l'écologie avant les artistes, je dirais, plus classiques et de manière plus persistante. Donc en fait, les œuvres ici qui sont regroupées sous le thème d'art écologique, ça va être des peintures, des sculptures, des vidéos, des performances, des photographies, et puis aussi beaucoup des installations, hein, parce qu'on est dans l'art contemporain. Alors ce livre, c'est presque autant un plaidoyer pour l'action écologique qu'un panorama de l'art écologique. Alors tout simplement parce que pour Paul Ardenne, les deux sont intimement liés. L'art écologique n'existe pas sans plaidoyer pour l'action écologique. Alors on peut dire que c'est un thème d'actualité. En témoigne par exemple un MOOC sur le sujet qui est donc MOOC, un enseignement en ligne, un cours en ligne, fait par le Centre Pompidou et que vous pouvez suivre sur la plateforme Fun France Université Numérique. Il y a eu aussi récemment une série d'émissions sur France Culture préparée et animée par le même Paul Ardenne. Et puis ce soir, c'est terminé, en fait, juste quand on a commencé, une conférence au Musée des Beaux-Arts de Caen sur le thème Eco-Art, le jardin terre. Alors, dans toute ma présentation, comme fait partie de la Société normande de philosophie, je vais avoir un fil rouge philosophique en la personne de Spinoza. Alors, je vais aborder deux grands thèmes qui sont traités dans ce livre. Le premier, c'est l'évolution du rapport de l'homme à la nature. Et le deuxième, c'est les caractéristiques d'une œuvre écologique. Qu'est-ce qui fait qu'on peut qualifier une œuvre d'œuvre écologique? Alors, tout d'abord, l'évolution du rapport de l'homme à la nature. Donc, question existentielle centrale. Comment l'être humain se positionne par rapport à la nature. Alors, dans l'histoire des idées, très schématiquement, on peut dégager deux conceptions opposées. La première serait une séparation radicale entre l'humain et l'ensemble du non-humain, la nature, avec la phrase bien connue de Descartes, se rendre maître et possesseur de la nature. Et la deuxième conception, au contraire, c'est l'humain partie intégrante de la nature. L'humain ne peut s'échapper de la nature. Et là, figure emblématique, Spinoza, en fait contemporain de Descartes, XVIIe siècle, quelques années près. Pour Spinoza,
déjà, ce qu'il entend par nature, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Donc, dans tout le cosmos, connu, inconnu, tout ça, il appelle ça la nature. Et la nature, en fait, elle s'exprime, elle se montre à travers des modes d'existence. Donc l'être humain est un mode d'existence, mais à peu près au même titre que le cheval ou l'arbre sont des modes d'existence, ou que cette table est un mode d'existence. Donc pour Spinoza, rien n'échappe à la nature. Alors, pour illustrer ce propos, on va commencer par une première œuvre qui n'est pas de l'art écologique, mais qui est une œuvre très connue du romantisme. C'est Le voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Donc c'est une œuvre qui date de 1818 et qui va imager, si on peut dire, plutôt la première conception qui est la séparation entre l'homme et la nature. En fait, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'être humain sous la forme de ce personnage que l'on voit de dos, et on voit la nature sous la forme de ces montagnes, de ce paysage de montagnes impressionnant. Et on sent qu'il y a entre les deux comme un affrontement, voire comme un défi. Et on peut ressentir, alors ce que Kant, à peu près à la même époque, quelques décennies avant, a conceptualisé sous le terme de sublime. Alors, deuxième œuvre, Action im Mor de Joseph Beuys. Il s'agit d'un ensemble de photographies. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez de l'eau, vous voyez un chapeau et vous voyez une main qui dépasse. En fait, Joseph Beuys est dans l'eau, c'est son chapeau et c'est sa main. Et il s'est photographié là dans un endroit, une espèce de marécage. Ces photos datent de 1971. Et là, on voit que on domine plus rien, qu'on est en plein dedans, quoi. Et donc, une des caractéristiques en fait de l'art écologique sera d'avoir une approche qui est plutôt de dire que l'ontologie de l'être humain est identique à celle de tout le reste de la nature. Alors, avec cette nature, alors, non seulement il va y avoir donc une inclusion dans la nature, comme le montre cette photographie, mais il va y avoir un partenariat, même une véritable collaboration avec la nature. À savoir que une œuvre d'art pourra ne être conçue pas uniquement par un artiste, mais également par la nature. Alors voilà, là j'avais les deux en même temps. Hop. Alors voici une nouvelle œuvre qui montre la collaboration. Alors, la personne qui regarde ne fait pas partie de l'œuvre. L'œuvre, c'est ce grand cube de plexiglas. Et à l'intérieur, il y a des toiles d'araignée. Et je vais simplement vous lire un extrait du cartel qui accompagne cette œuvre. Alors, c'est une œuvre de Thomas Saraceno, qui est un artiste contemporain argentin, né en 1973 et qui vit en Allemagne. Donc, à l'intérieur d'un cube en plexiglas, 3 araignées ont tissé des toiles interconnectées dans le laboratoire de l'artiste, dans les forêts tropicales de l'Équateur.
Saraceno a développé un intérêt pour l'astrophysique en utilisant l'arachnologie, l'étude des araignées, comme outil alternatif pour étudier le cosmos en réponse au terme toile cosmique, souvent utilisé par les scientifiques lorsqu'ils parlent de la structure de l'univers. Les simulations 3D de l'univers générées par l'ordinateur et créées par d'éminents astrophysiciens du monde entier présentent une ressemblance frappante avec les toiles de soie que les araignées de Saraceno ont tissées et deviennent une analogie géométrique subtile mais directe de la structure de l'univers. Alors c'est une œuvre qui est assez fascinante. À l'heure actuelle, vous pouvez la voir si vous êtes en déplacement dans le Nord, dans ce très bel espace d'exposition d'art contemporain qui est le Tripostale à Lille. Et on peut faire le tour et regarder, et c'est absolument fascinant de voir en fait toute la structure et la complexité de ces toiles qui s'entrecroisent. Voilà, donc pour les rapports homme-nature, je vais m'arrêter là. Alors il y a d'autres thématiques, mais je vous renvoie au livre. Pour passer au deuxième point qui est quels sont les critères d'une œuvre d'art écologique. Alors, pour qualifier, pourquoi peut-on qualifier une œuvre d'art d'écologique? La première condition qui semble apparaître, c'est que cette œuvre, elle n'a pas dû polluer durant tout son siècle de vie. Sinon, faire une œuvre d'art qui se veut écologique tout en polluant, ce serait paradoxal. Alors, je ne sais pas, peut-être que lorsque vous avez lu l'intitulé de la présentation et du livre, un art écologique, vous avez pensé tout de suite, c'est souvent à ça qu'on pense, au land art. Hein, le land art, je rappelle, c'est de l'art qui est fait dans la nature avec les éléments de la nature. Hein. Par exemple, je me promène en forêt, je ramasse des feuilles, c'est l'automne, je fais un petit dessin sur le sol avec mes feuilles, c'est une œuvre de land art. Alors, une des toutes premières et plus célèbres œuvres de land art, c'est celle-ci, qui s'appelle Spiral Jetty, la jetée en forme de spirale, qui date de 1970, qui a été réalisée par Robert Smithson, né en 1938 et mort en 1973. Alors, on est aux États-Unis, au bord du lac Salé, dans l'Utah, et cette immense spirale fait 457 mètres de long et 4,5 mètres de large. Elle est constituée de boue, de cristaux de sel, de rochers, de basalte, de bois et d'eau. Donc elle est faite dans la nature avec des éléments naturels, sauf que à l'heure actuelle, on a une réticence à la qualifier d'écologique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est 1970, c'est pas l'époque de maintenant, Robert Smithson avait fait appel à des machines de génie civil, des machines de chantier pour faire cette spirale. Il fait venir des éléments de l'extérieur du site, et en cela, donc, il est en dehors d'une certaine éthique du land art, où tout doit être pris sur place. Donc Paul Arden nous dit que c'est plus un travail du paysage à même le paysage qu'une valorisation de celui-ci. Alors, ensuite, les artistes du land art se sont plus préoccupés de l'écologie. Alors, voilà une autre vue. Nous sommes dans le Yorkshire, en Angleterre. Et vous allez peut-être me dire, mais où est l'œuvre, hein? C'est un peu comme où est Charlie, il faut trouver où se trouve l'œuvre d'art. Alors, c'est une œuvre de Andy Goldsworthy, qui est
qui a vécu dans le Yorkshire. Il est né en 1956. Et Goldsworthy a travaillé avec des bergers anglais sur des parcs à moutons qui étaient plus ou moins abandonnés. Alors ces parcs sont délimités par des murs en pierre, et à l'intérieur de chaque parc, il y a une petite enclave qui est elle-même délimitée par un mur de pierre. C'est ce que vous voyez au début, là, devant en premier plan de la photo. Et Goldsworthy, avec les bergers, en fait, a rebâti ces murs. Il y a des moutons, on en aperçoit d'ailleurs au fond, donc qui ont été remis dedans. Et Andy Goldsworthy a placé une énorme pierre à l'intérieur de ces petits enclos. Cette énorme pierre, en fait, c'est une pierre d'origine glaciaire qui a été transposée depuis un pré voisin. Donc il a fait ça il y a une quinzaine de parcs, en fait, qu'il a remis comme ça, et où il a inséré cette grosse pierre. Alors c'est une très belle expérience d'aller là-bas. D'abord, c'est pas du tout facile à trouver parce que c'est indiqué nulle part, il n'y a pas de pancarte, donc il faut chercher dans les livres sur Goldsworthy quelques informations sur la localisation. Puis après avoir marché dans la lande du Yorkshire, on arrive dans un chemin où on se dit ça doit être là, et effectivement on a ces parcs, ces champs à moutons les uns à côté des autres. Et certains sont complètement à l'abandon. Il y a de la végétation, il y a des ronces qui ont poussé. Et c'est une... en fait, l'artiste l'a voulu. Il ne veut pas, en fait, que ce soit entretenu. Il veut que, si on veut, la patine du temps fasse son œuvre. Alors, de manière un peu... des fois, je trouve un peu simple, on dit, oui, c'est l'image du temps qui passe, donc les œuvres, elles vivent, et puis ça se dégrade, c'est comme tout. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, cette histoire de laisser les œuvres d'art vivre leur vie et ne pas vouloir les restaurer. Alors, je vais convoquer à nouveau Spinoza. Pour Spinoza, la nature, donc je rappelle l'ensemble de tout ce qui existe, c'est à la fois la nature naturée, c'est-à-dire les éléments de la nature, les arbres, les pierres, les animaux, etc. Mais c'est aussi la nature naturante, c'est-à-dire il y a un processus en fait de création sans cesse qui fait que il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui naissent, il y a des choses qui meurent, et tout ça en fait est mu parce que Spinoza appelle l'effort à persévérer dans son être, le conatus, c'est ça en fait qui anime la nature. Et je trouve que donc l'idée de laisser les œuvres d'art vivre leur vie d'une certaine manière, c'est s'insérer complètement dans ce processus de la nature. Alors, dans les caractéristiques d'une œuvre d'art, donc on voit qu'elle ne doit pas polluer durant son cycle de vie. Et deuxième point important aussi, elle a une volonté pédagogique d'informer et d'alerter. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors je vais vous montrer voilà les deux œuvres de Landart. Voilà, je vais vous montrer une œuvre. Donc vous avez reconnu, je suppose, le château de Caen. C'est une œuvre qu'on pouvait voir en 2013 lors d'une exposition qui s'appelait le Musée éclaté de la presqu'île de Caen, en partenariat avec l'Artothèque.
Et donc il y avait des œuvres disséminées un peu partout. Et celle-ci s'appelle Import-Export. Donc vous voyez qu'il y a 2 containers, c'est ça l'œuvre, au bas des remparts du château de Caen. Et c'est une œuvre de Barthélemy Togo, artiste camerounais né en 1967. Et je vais vous lire aussi un extrait du cartel de présentation. Et Import-Export propose un face-à-face. D'un côté, il y a un container rempli de barils multicolores. C'est ce que vous voyez en bas, là, des barils multicolores. Et dans l'autre conteneur, il y a 55 cercueils. Construits en opposition frontale, les 2 conteneurs montrent comment oscillent les relations entre le Nord et le Sud. Les barils colorés illustrent l'importation des nombreuses matières premières nécessaires au pays du Nord, tandis que les cercueils représentant les 55 pays africains symbolisent l'exportation des êtres humains et renvoient aux immigrés qui périssent lors de la traversée pour l'Europe. C'est toute l'inégalité des échanges qui appauvrissent l'Afrique que Barthélemy Togo présente ici dans une mise en scène dramatisée. C'est avec des formes simples, immédiatement compréhensibles, que l'artiste interroge un contexte sociopolitique complexe. Donc c'est toujours malheureusement complètement d'actualité. Donc vous voyez que là, en fait, Barthélemy Togo nous informe, nous dit quelque chose. Et du coup, on peut dégager en fait une autre caractéristique de beaucoup d'œuvres d'art écologique, c'est qu'elle est engagée, militante, voire activiste. Donc, cela va souvent bien au-delà de la simple mise en garde, au-delà de la pédagogie. Il s'agit d'abord de faire ou de déclencher des actions concrètes pour l'environnement. Alors, comme artiste engagé, Paul Ardenne nous propose celle-ci, alors qu'il a choisi comme couverture de son livre. Là, c'est une photo de l'œuvre. Alors, l'œuvre, elle est où? Ben, c'est le champ de blé que vous voyez. Cette œuvre s'appelle Wheatfield, c'est-à-dire le champ de blé. Elle a été réalisée par l'artiste qui est présente ici au milieu du champ, qui s'appelle Agnès Dénès, qui est une artiste hongroise née en 1938. Donc, elle fait pousser un champ de blé à Manhattan en 1982 sur les flancs d'une zone les plus densément urbanisée du monde. Ce champ est ensuite récolté à la main. Il fera l'objet de répliques à plusieurs endroits du monde, accompagnés de rencontres sur le thème de l'alimentation. Donc, vous voyez que non seulement elle fait cette œuvre, c'est-à-dire ce champ de blé. Je trouve que la photo est très, très belle. Ça devait être intéressant à voir en vrai, et à voir ce champ pousser et ce blé mûrir. Mais ça va au-delà de l'objet que l'on regarde. L'art écologique, pour ça, en fait, il échappe un peu à l'art traditionnel, qui est de dire non écologique, pas forcément traditionnel, il y a ça aussi dans l'art contemporain, mais qui est de dire, voilà, il y a un artiste qui fait des objets, et ces objets-là sont dans le grand marché de l'art contemporain.
Là, en fait, il n'y a rien à vendre, quoi. Donc c'est une œuvre, et c'est aussi une des caractéristiques de l'art écologique d'être souvent en dehors du grand circuit du commercial. Donc il y a un aspect humble. Alors, l'artiste écologique engagé dans l'action, notamment, il y a un concept important aussi dont parle Paul Ardenne, sur lequel l'artiste écologique agit, c'est la réparation. Alors, moi j'ai trouvé un exemple, alors qui n'est pas chez Paul Ardenne, mais qui se trouve chez nous à Caen. Il y a un endroit, en fait, dans Caen, où il y a eu une action de réparation et qui pour moi s'assimile à de l'art écologique, c'est la colline aux oiseaux. Effectivement, la colline aux oiseaux, au départ, c'est une grande zone de déchets, c'est une décharge, et on ne savait pas trop quoi en faire, et donc il y a eu cette idée, en fait, et je trouve que ça illustre parfaitement l'idée de réparation, qui est de faire quelque chose, en fait, on peut qualifier de beau avec tous les guillemets qu'on peut mettre à beau, avec une roseraie, avec un parcours, avec plein de choses. Voilà, donc l'artiste se sent en fait une responsabilité, et Paul Ardenne rappelle la définition du Larousse du mot responsabilité, l'obligation ou la nécessité morale de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Alors, je vais terminer simplement par une petite phrase tirée directement du livre. Donc c'est un livre qui est très agréable à lire. Vous voyagez vous apprenez plein de noms d'artistes, d'œuvres qui ne sont pas forcément très connus mises en avant par les médias classiques. Donc, il est clair, je cite Paul Ardenne, il est clair que l'éco-art le plus parlant, le plus incisif surtout, ne saurait s'incarner dans des formes plasticiennes conventionnelles de type image sage ou culture de parade à consommer comme du pop-corn en mâchouillant. Quelque chose en nous, spectateurs, doit bouger, se cabrer, se scandaliser, être incité au mouvement, signe que l'éco-œuvre d'art atteint à son ordinaire ontologique minimal. Voilà, et donc on parle beaucoup en ce moment d'écologie. On commence à dire que au niveau quand même de la consommation, de la production, il faudrait qu'il y ait une certaine sobriété. Et en fait, je pense que pour que ce discours prenne, il ne faut pas que la sobriété soit égale à morosité, et peut-être que l'art écologique peut y contribuer. Bon, merci. Et, j'ai beaucoup apprécié la distinction de ta première partie, et la référence à Spinoza et à Descartes. Et donc avec l'œuvre de Beuys, je crois que je serais resté insensible, mais cette référence, bon, je me suis même demandé s'il n'y avait pas sa tête au bout à la place des pieds là, mais c'était de... Ah oui, peut-être. Il y a des photos où on le voit, en entier dans celle qu'il a prise. Ouais. Alors, par contre, les œuvres d'art écologiques, ce sont pour moi, je vois des œuvres écologiques, je vois des œuvres engagées pour sensibiliser et agir, mais j'ai du mal à y voir de l'art. Je ne dois pas être le seul. Oui, c'est une excellente question. En fait, au début, je voulais faire un petit préalable, et puis je me dis, non, je vais mettre les œuvres comme ça. En fait, je crois pour apprécier ces œuvres-là, et
plus largement peut-être les œuvres d'art contemporain, en fait, il y a une bonne référence qui est John Dewey. L'art, pour Dewey, Dewey oppose en fait deux conceptions de l'art. Première conception, l'art, c'est une collection d'objets. C'est plutôt ce qu'on a spontanément. Si on dit à quelqu'un, c'est quoi l'art, éventuellement il va nous dire, voilà, c'est la victoire de Samothrace, c'est tel tableau, etc. Dewey prend un angle différent. Il dit, en fait, ce qui est bien plus important, c'est l'expérience esthétique. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on vit, en fait, à travers ces œuvres. Donc, voilà, il dit ça. Et deuxième chose qu'il dit, c'est que ce ressenti d'expérience esthétique, c'est pas quelque chose que l'on a uniquement en face des objets qu'on appelle objets d'art. C'est quelque chose que l'on ressent dans toute expérience humaine qui un tant soit peu complète et avec une certaine intensité. Il cite par exemple un dîner dans un restaurant parisien, comme exemple d'expérience dans lesquelles il y a une composante expérience esthétique, ou une discussion entre amis. Donc en fait, l'expérience esthétique, elle n'est pas forcément absolue à 100%, il y a d'autres choses qui se mêlent dedans. Là, à l'évidence, et c'est extrêmement revendiqué, il y a un aspect non seulement d'information, de dénonciation, mais aussi d'alerte et d'activisme. Mais ceci dit, c'est pas du tout quelque chose de nouveau dans l'art. Si on prend par exemple après la contre-réforme, le Concile de Trente, et puis il y a les jésuites aussi ont voulu que l'art soit au service de la religion catholique. Et notamment, si vous regardez toutes les grandes œuvres du XVIIe siècle, les grandes œuvres baroques de sculpture, de peinture, elles sont faites là. Elles sont faites pour... Alors non seulement elles sont magnifiques, il n'y a aucun doute là-dessus, mais en même temps, elles portent un message et elles sont là pour nous dire quelque chose. Et donc là aussi, il y a ça. Alors, après, par exemple, le cube avec les toiles d'araignée, il faut vraiment être là et puis regarder dedans. Enfin, je trouve que c'est fascinant. L'enclos à moutons de Goldsworthy, c'est pareil, c'est quand on est là-dedans, on se sent bien, on est content, on est heureux et on a cette plénitude de l'expérience esthétique.